Audio Jungle. Alors bonjour David, Bonjour, merci de m'avoir merci d'être invité. venu à cette interview. Avec plaisir. Euh, alors c'est une interview qui s'appellera Sans filtre des entrepreneurs. L'objectif ici c'est de faire en sorte que NDI soit la plateforme où tous les nouveaux entrepreneurs viennent puiser un peu ce qui va les aider à tenir et surtout réussir leurs objectifs entrepreneuriaux. Toi, étant donné que tu as déjà fait ce parcours, pas qu'une fois, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Ouais, j'estime que tu as largement de quoi nous ouais. fournir d'éléments factuels ici pour tous qui seront abonnés à cette page NDI. Alors bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle David Drapeau. J'ai créé plusieurs SARL en France, en Suisse, en Estonie. Donc j'ai commencé à l'âge de 34 ans à peu près, j'en ai 52. Et voilà, donc la seule chose que je tiens à dire, c'est qu'ici je suis là pour partager un savoir. Je suis ni un coach, ni un gourou, j'ai rien à enseigner. Je partage juste du vécu. C'est ce Et qu'on voilà, demande. je suis prêt pour les questions, mais tout ce que je vais dire, apprendre avec beaucoup on va dire de second degré. Et aussi, comme je suis très passionné, des fois, je peux vraiment avoir l'intensité dans mes Sois propos. naturel et Voilà. lâche-toi. C'est ce qui nous ferait plaisir ici Ok. chez NDI. D'accord. Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est d'où est parti le déclic entrepreneurial? Moi, j'en ai aucune idée. Je pense que j'avais ça gamin, déjà. Même à l'école, j'arrêtais pas de négocier. Parce qu'on jouait aux billes quand on était gamin. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et j'ai négocié toujours pour avoir plus de billes en échange de moins de billes. Donc, je pense que j'ai toujours eu le côté entrepreneurial. Une chose est sûre, j'ai jamais été un bon employé. C'est trop terrible. Parce que dès que j'arrivais dans une société, je voyais tout ce qui allait pas, je voulais le changer. Évidemment, j'avais pas le droit, j'étais qu'un employé. Donc, je me faisais toujours virer moi je partais. Donc voilà, je pense que il y avait déjà des traits de caractère naturels qui m'amenaient vers ce parcours d'entrepreneur. Génial. Ta première entreprise, tu l'as créée en quelle année? Tu avais quel âge? Alors, c'était pas une vraie entreprise. La première chose que j'ai créée, j'avais 30 ans. C'était un cabinet d'hypnose parce que j'avais un certificat d'hypnose ericksonienne et j'ai eu un cabinet quelques temps. J'ai eu des bons résultats. Mais j'aime pas faire les choses seul. J'aime construire avec des gens. Et j'avais pas ça avec le côté, on va dire, thérapie entre guillemets. C'était plus du coaching qu'autre chose. Et c'est là où créer une SRL aussi. J'avais ce background IT, informatique, logiciel. Donc j'ai été indépendant pour pas mal de temps. Et puis j'ai travaillé sur des gros projets aussi en tant qu'employé. Et un jour, naturellement, ça s'est fait de créer ma SRL, ma première SRL quand j'étais encore en France à l'époque. C'est une bonne question, quel âge j'avais? 35, 36 ans, peut-être la première SRL. Ouais. Mais le premier business, moins indépendant, j'avais même pas 30 ans. Ok. Donc, ce que j'entends là, c'est que tu as commencé très tôt, depuis ta scolarité, tu faisais des échanges de vie entre tes copains et toi, tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Ce qui m'amène à te poser une question. Donc, tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient? Il y a les deux, je pense. C'est une très très bonne question. Je pense que entrepreneur n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on l'est naturellement ou est-ce qu'on peut le devenir si on ne l'est pas naturellement? On peut le devenir. En final, c'est des méthodes qu'on met en place quand on est entrepreneur. Euh, Par contre, là où j'aurais tendance à dire, c'est quand je dis c'est pas pour tout le monde, c'est parce qu'il faut avoir une certaine force de caractère. Faut, euh, on parlait de négocier plutôt, c'est négocier avec les problèmes tous les jours. Être un entrepreneur, surtout quand on a des employés. Même si on en a des bons, ils vont rencontrer des problèmes et il faut faire en sorte que les employés soient le plus confortables possible pour faire leur travail qui apporte de la valeur. Et donc tout ce qui les bloque, c'est aux dirigeants de résoudre tout ça et de tout débloquer. Ok, donc tu dis, il y a une notion que tu viens d'évoquer qui est très, très, très pertinente dans cette interview. Tu dis, l'entrepreneur doit être capable de négocier avec les problèmes au quotidien. Mm. Ça, c'est très parlant pour quelqu'un qui veut entreprendre parce que souvent on pense que c'est juste venir diriger des gens, et tout est déjà préfait. Non, alors ce que tu me dis là, c'est que c'est à l'entrepreneur d'aller piocher les problèmes
y faire face au quotidien en négociant Je vraiment. dirais pas qu'il va les piocher dans le sens, il n'a pas besoin de les piocher. Ok. Là, les problèmes, ils sont là devant les yeux, ils arrivent les uns après les autres. Donc, il n'y a pas à les piocher les problèmes. On n'est pas fou au point d'aller piocher les problèmes. Ok. Mais ils sont tellement évidents et ils arrivent tous les jours d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, il y a un manque de clients. Le problème, c'est comment on trouve plus de clients. D'un coup, on signe des gros deals, il y a trop de clients. Nice problem to have. Donc c'est un bon problème à avoir, mais après c'est pas comment on délivre ce client pour apporter pleine satisfaction. Donc en fait, quoi qu'on fasse en tant que dirigeant d'entreprise, de toute façon on est confronté à des problèmes et c'est pas aux employés de les résoudre. Eux ils vont résoudre leurs problèmes à leur niveau. Mais après le dirigeant il y a des problèmes d'un point de vue aussi plus macro et plus stratégique, alors que les employés vont avoir des problèmes plus organisationnels ou day to day. Un dirigeant, il va plutôt penser dans le futur constamment, où est son entreprise et puis où est-ce qu'il veut qu'elle soit dans 3 ans. Et donc, il pense toujours un peu 3 ans dans le futur, quand les employés pensent toujours un peu au jour le jour. Donc, ça veut dire simplement qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un déjà qui trouve un problème auquel il apporte une solution. Quand j'entends dire que les employés sont là, c'est pas eux qui résolvent le problème, c'est l'employeur qui résout le problème. Donc, l'entrepreneur, c'est celui-là qui a un problème, qui veut apporter une solution et qui prend des employés comme étant les outils, entre guillemets, qui vont lui permettre d'atteindre la résolution de ce problème-là. C'est un peu dans ce sens-là? Entre autres, comment je pourrais l'expliquer autrement, c'est que une caractéristique de l'entrepreneur, c'est vraiment de constamment être dans un état de pensée critique. C'est-à-dire qu'il va regarder ce qui se passe dans le monde et il va se dire, là, il y a quelque chose, mais il n'y a pas de solution. S'il y en a une, elles ne sont pas vraiment satisfaisantes. Est-ce que moi, je peux apporter une solution? Si je devais être celui qui apporte la solution, comment je la ferais? Et en fait, on est constamment dans une pensée critique de dire comment on peut faire mieux que ce qui existe ou comment on peut apporter quelque chose qui n'existe pas. Après, bien sûr, se poser la question et le choix de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Je vois plein de choses qui vont pas dans la vie que je sais que je pourrais résoudre, comme d'autres entrepreneurs, comme d'autres gens qui passent leur temps à penser critiquement. J'ai pas forcément envie d'y mettre l'énergie, le temps, l'argent. Je me dis d'autres vont le faire, d'autres vont le trouver, vont le faire. Donc c'est toujours un peu cette balance aussi d'avoir beaucoup de solutions parce qu'on pense à ça à longueur de temps, mais de savoir qu'on n'a pas forcément en tant qu'être humain l'énergie d'aller toutes les résoudre. Donc c'est aussi de faire son choix en fonction de ce qu'on appelle ses ressources stratégiques. C'est-à-dire aujourd'hui, entre moi, mes capacités, de ce qui m'entoure et secours du temps, etc., sur quel besoin on peut vraiment délivrer quelque chose qui apporte de la valeur et qui soit délivré comme il faut. Donc, quand je t'écoute, j'entends que tu as créé 3 entreprises, c'est ça? Oui. Ces 3 entreprises-là, c'est simultanément que tu les as créées ou c'est l'une après l'autre? C'est une après l'autre. Et même des fois, j'en ai fermé une. Quand j'ai créé en Suisse, j'ai fermé en France. Après, j'ai créé en Estonie, aussitôt après la Suisse, parce là, pour le coup, on avait rentré des gros clients. Donc, il me fallait une équipe. J'arrivais pas à recruter en Suisse des techniciens pour ce qu'on faisait. Donc, j'ai été chercher dans d'autres pays. Donc, ça a été l'Estonie qui a été sélectionnée dans les 14 que j'avais analysés. Après, Covid est arrivé. Donc, j'ai senti Covid arriver, parce que bon, on regarde dans les news, etc. Donc, j'ai vite fermé l'Estonie, parce que je me suis dit, si on peut plus bouger, avoir un truc si loin avec des gens qui sont pas forcément autonomes, faut que je la ferme tout de suite. Donc, j'ai fermé l'Estonie. Et la Suisse, j'ai fermé. Elle est encore en cours. Elle va être radiée très bientôt. Parce que post-Covid, j'ai beaucoup de clients qui ont, notamment un gros qui met la clé sous la porte en ce moment même. Et donc nous, on a une telle belle activité que j'avais un associé, il a dit, moi, je vais arrêter. Et donc là, je redémarre encore de zéro. Donc c'est aussi ça, être un entrepreneur. Donc ça va être la 5e entreprise, en fait. Ça sera la 4e SRL que je vais créer. La 4e SRL. Ouais. Ouais. Ça, c'est beaucoup d'expérience à partager. On se réjouit en tout cas de t'avoir ici avec nous. Merci. Alors, l'autre question que je voulais te poser, est-ce que ça a toujours été dans le même domaine ou à un moment donné, l'expertise que tu as acquise dans une entreprise t'a permis d'aller outre ce domaine-là, c'est-à-dire que voilà, j'ai de quoi me prévaloir en tant qu'entrepreneur dans ce nouveau domaine-là. Mais tu as toujours gardé le même domaine où tu maîtrises?
Alors, au début, j'ai gardé le même domaine, mais à force de m'asseoir sur des tables où il y avait des dirigeants, ou voire même des boards, donc des comités de direction, j'ai commencé à développer énormément de compétences au niveau de la stratégie, de comprendre vraiment comment un business fonctionne, même d'une taille bien plus grosse que mes business à moi. Ok. Et, euh, et donc, je sais que je peux apporter énormément de soutien à des comités de direction. La chose, malheureusement, c'est que on parle souvent de track records. Et j'ai pas forcément de track records en tant que stratégiste. Oui, j'ai créé mes propres compagnies, mais elles sont fermées, donc quelqu'un pourrait dire ouais, mais on les a pas fait tenir. Donc il y aura toujours des choses, comment dire, c'est pas forcément évident de prouver ses compétences même si on les a. Et c'est là où je vais doucement créer là pour le coup plus une société de consulting, mais je vais pas faire le consulting moi-même. C'est-à-dire, je vais m'entourer de seniors, de gens qui ont vraiment les track records pour pouvoir délivrer les services qu'on vend. Et je sais comment les vendre parce que je sais que j'ai les compétences, mais pas forcément les preuves que j'ai ces compétences-là. Parce qu'au final, je ne vendais pas ces services. Je vendais des services informatiques que mes employés délivraient, donc toute la partie logicielle. Et moi, toute la partie discussion, stratégie, vision, conseil sur les systèmes d'information, sur différentes solutions, etc. Bah, ça, je ne l'ai pas forcément facturé. C'était du temps au rendez-vous pour gagner des clients. Est-ce que pour toi, un entrepreneur, par exemple, qui a créé plusieurs entreprises pour lesquelles il n'a pas prospéré parce que j'ai envie de dire, d'une façon ou d'une autre, ces entreprises n'existent plus, c'est un échec entrepreneurial ou euh, ça peut être une réussite sous une autre forme? Alors, je pense que ça dépend de comment on l'interprète. Au début, de toute façon, on le prend toujours comme un échec, tout le temps. Ça fait très mal. Euh, et, et on se pose toujours les questions, où est-ce que je suis responsable? Et puis, on trouve toujours un millier de réponses à cette question. Quelles ont été mes erreurs? On en trouve toujours plein, 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 parce que même des fois, on veut assumer des erreurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça s'appelle prendre responsabilité, porter la responsabilité. Et, mais au final, combien de gens sont restés assis devant leur télé pendant que moi je faisais quelque chose? C'est ça que je me dis aussi. Je me dis combien de gens ont passé leur journée à scroller Instagram ou d'autres applications, etc. pendant que moi j'étais dans les bureaux, travailler les matins au soir, à essayer de sauver une compagnie, à la faire grandir d'abord, parce qu'elle a quand même grandi, on a quand même eu des bons clients, on a quand même une équipe en partant de rien. Donc je me dis après quand même, il y a, il y a une expérience que moi j'ai vécue dont je suis fier. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais rebondir. Je vais rebondir, mais un million de fois plus fort, parce que justement, j'ai appris de toutes ces erreurs. Et honnêtement, on m'a souvent dit, ah, tu devrais écrire un livre sur ta vie. Je n'écrirai pas de livre sur ma vie, je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Par contre, je pourrais vraiment écrire une encyclopédie de toutes les conneries qui existent, parce que je les ai toutes faites, je pense. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans la situation où je suis, parce que pour être honnête avec ceux qui voudraient créer des entreprises, vous pouvez monter haut, vous pouvez faire de l'argent, mais c'est pas parce que vous montez ou vous faites de l'argent que vous êtes en sécurité de ne pas vous écrouler et de retomber vraiment très 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 bas au point d'avoir des idées assez sombres. Donc c'est pour ça qu'il faut une certaine force de caractère et c'est pour ça qu'au début je disais c'est pas fait pour tout le monde. Parce que des fois la hauteur dont on tombe et la façon dont on tombe peut faire très 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 mal et ça prend du temps pour se dire, surtout à un certain âge, moi j'ai la cinquantaine passée, des fois, c'est difficile de se dire, moi, j'ai construit quelque chose pendant près de 15 ans, et là, j'ai tout perdu. Est-ce que vraiment j'ai envie de refaire tout le travail que j'ai fait, tout le côté acharné et tout? Et au début, la réponse était non. Au début, c'est non, au final, c'est bon, j'ai fait ma vie, j'ai expérimenté plein de choses, je vais dire au revoir à ma famille, je vais partir, je vais essayer dans une autre vie. Mais en fait, après, il y a des événements qui se passent, des gens qu'on rencontre. Et puis, il y a aussi, bah, comme je disais, ce trait de caractère qui se dit, non, je peux pas partir sur un échec. Je vais faire un truc, je vais le faire vraiment beaucoup plus gros. Voilà. Mais c'est bien parce que j'ai lu quelque part où on dit qu'un entrepreneur n'échoue jamais d'une façon ou d'une autre. Soit il a réussi à amasser beaucoup d'argent, soit il s'est fait beaucoup d'expérience. Cette expérience-là lui permet de redevenir quelqu'un encore qui peut rebâtir quelque chose de plus grand au-delà même de ses espérances. On dit Mm. souvent, qui tu deviens t'apportera ce que tu veux dans la vie. Donc moi, je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Je me dis que voilà, on n'échoue pas totalement. Ouais. On le ressent, comme tu l'as dit, on le perçoit comme un échec personnel,
Mais c'est aussi cela, savoir se remettre en question, s'arrêter, se poser les bonnes questions, se questionner, surtout apporter les vraies réponses avant d'entreprendre une nouvelle entreprise. Ce qui me permet de rebondir sur une question. Tu as commencé à entreprendre tout seul. Oui. OK? Et quel est l'effectif que tu as eu en tant que salarié dans toutes ces entreprises-là? J'en ai pas eu tant que ça, le maximum, c'était une dizaine. Une dizaine. En simultané, oui, et après peut-être plus si je compte les consultants, intermédiaires, enfin intérimaires. Mais c'est pas forcément la taille. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de rebondir en étant très haut, mais je pense que la réussite, elle est en fonction du niveau de stress qu'on est capable de supporter. Waouh, c'est beau. Tu peux répéter? C'est très beau. Je sais même pas ce que je viens de dire. La réussite, la réussite est en fonction du niveau de stress qu'on peut supporter. Ok. Je connais des gens qui sont à très très haut niveau. J'ai eu la chance de côtoyer notamment une personne pendant 10 ans, mon ex-femme, qui a énormément de succès. Mais le niveau de stress qu'elle est capable de supporter casserait 90% des humains. Et je me suis rendu compte que il a fallu moi-même, après l'échec, il a fallu que j'apprenne à retrouver cette capacité à gérer énormément de stress, donc presque à m'en imposer moi-même pendant ce moment de reconversion, avant de recréer quelque chose, pour me dire, si je veux aller au plus haut niveau, il faut que je sois capable de m'imposer du stress qui soit à ce niveau-là et de faire des choses qui m'effraient le plus possible et d'un point de vue vraiment psychologique. Donc voilà, après, c'est quelque chose, je suis dans le processus, mais c'est là où je pense qu'on commence à avoir confiance, de se dire au final, ouais, je peux le faire. Je pense qu'on commence à dire je peux le faire quand on s'est tellement testé qu'on n'est plus vraiment dans le doute. On est presque, je veux dire, dans l'acceptance, dans la certitude que ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a en vision, on est celui qui est capable de le délivrer. Ça veut dire que pour toi, un entrepreneur est plus endurant mentalement que le citoyen lambda, n'importe qui autre. Ah, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix? Non, il n'a pas le choix. Ok. L'employé, je prends un exemple. Allez, on va dire, je prends une SARL, j'ai 5 employés. La SARL, les 5 employés vont au chômage et touchent au chômage. Moi, je vais au chômage, on me dit non, désolé, vous étiez indépendant. Même si je me donne une feuille de salaire, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc, je dis, ok, je suis indépendant, je vais aller au LOCAS. Je vais libérer mon deuxième pilier. On est en Suisse, il y a un deuxième pilier. Ouais. Je libère mon deuxième pilier en tant qu'indépendant, comme ça, je vais pouvoir rebondir. Et le deuxième pilier dit non, non, désolé, vous pouvez pas libérer le deuxième pilier, enfin, LOCAS, vous pouvez pas libérer le deuxième pilier parce que vous n'êtes pas indépendant. Donc d'un coup, on découvre qu'en tant que dirigeant, comme toute société, nos employés, ils ont le chômage, le droit à tout, mais nous qui avons créé de l'économie, qui avons créé des emplois, moi-même où j'ai cotisé pour le chômage, on me dit non, non, cotiser pour le chômage, c'est un acte solidaire, ça veut pas dire que vous avez le droit à cette solidarité. Donc oui, on doit être plus endurant parce que ce à quoi on fait face est beaucoup plus dur que ce que fait face le citoyen lambda. Quand tu me dis citoyen lambda, je pense l'employé. L'employé, les gens actifs qui ne sont Voilà, pas, les gens actifs qui n'ont pas le statut voilà. entrepreneurial. Après, attention, qu'on me méprenne pas ici, il y a aucun manque de respect dans ce que je dis. Chacun est nécessaire. Un dirigeant n'existe pas sans ses employés. Donc les employés sont tout aussi importants que les dirigeants. Mais je trouve que le degré de risque à prendre n'est pas le même. Exactement. On met notre argent personnel, on met énormément de notre temps. Les nuits blanches, c'est nous qui les avons. Parce qu'un employé, à la rigueur, s'il commence à pas se perdre dans une entreprise, il cherche un boulot ailleurs et il trouve un boulot ailleurs, il démissionne de là où il est et puis il va être heureux quelques mois, quelques années dans l'autre boulot et il va faire comme ça. Mais le dirigeant, quand il a tout créé, qu'il a la responsabilité des employés, donc des jobs qu'il a créés, qui doit rapporter de l'argent pour tout le monde, pour payer tout le monde, toutes les charges, etc., c'est pas du tout le même niveau de stress. J'étais les deux, hein. J'étais employé pendant des années et j'étais dirigeant, donc je peux comparer. Je me plaignais comme tout employé quand j'étais employé. Mais franchement, en tant qu'employé, j'avais vraiment la vie facile parce que tout le boulot m'était apporté sur un plateau par le dirigeant, les commerciaux, etc. J'avais juste à délivrer mon job. Et quand on est dirigeant, non, c'est son argent qu'on a mis. On met tout en jeu, quoi, dans le même panier. Ouais. Le risque, on le prend, mais après, les royalties aussi. Quand ça réussit, ça réussit. Le dirigeant, il est celui aussi qui va en bénéficier le plus, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que l'un compense l'autre, le degré de risque que vous prenez.
et aussi compenser du degré de ce que vous pouvez prendre en cas de succès. Ouais. C'est ce qui fait qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, une fois qu'ils ont le succès, ils profitent. Les gens sont un peu, les citoyens, j'ai envie de dire, sont un peu jaloux. Ils disent, voilà, il peut se permettre. Ils oublient le volet où la personne a mis tout dans le même panier avec tout le reste qu'il y avait. Ouais. Donc, Et l'autre jour, j'entendais une phrase, alors en anglais, mais si j'ai traduit en français, ça veut dire les gens sont jaloux de ce que tu as, mais ils ne sont pas jaloux de comment tu l'as eu. les gens sont jaloux de ce Ce que que tu as, mais ils ne sont pas jaloux de comment tu l'as eu. ça c'est Ils bien. n'ont aucune idée de la souffrance. Pour faire ce que j'ai fait et atteindre ce que j'ai atteint, pendant 7 ans, j'ai pas pris un week-end. 7 ans, t'as pas pris de J'ai quai. pas pris un week-end pendant 7 ans. Parce qu'à 34 ans, je suis tombé malade. On m'a annoncé qu'il me reste, à 30 ans, je suis tombé malade. On m'a annoncé qu'il me restait 3 mois à vivre. Il a fallu 4 ans pour que je m'en remette. Quand vous n'êtes pas actif pendant 4 ans, surtout dans un pays comme la France, vous oubliez pour trouver un job. Donc, je me suis mis en tant qu'indépendant développeur logiciel. C'est ce que je savais faire. Et de ce moment-là, je m'assurais mes arrières, plus jamais je connaîtrai la galère. Je la connais encore aujourd'hui, mais peu importe. Et donc, j'ai travaillé non-stop pendant 7 ans, jusqu'à un moment où je suis arrivé en Suisse, et là où ma vie était vraiment très, très confortable. Euh, donc, les gens, ils le voient pas, ça. Oui, ils ont vu, si je prends par exemple l'exemple de ma famille, oui, ils ont vu la maison en Espagne, ils ont vu l'Audi A7, la voiture Les qui coûte acquisitions cher. que tu as eues. Ouais, mais à part mes parents qui sont conscients, même dans mes proches, ma famille, quoi que ce soit, personne n'était là quand moi j'étais tout seul jour et nuit à travailler, que je me couchais à 3 heures du mat, que je me réveillais à 7 heures, que je recommençais pour devenir le meilleur développeur que je puisse devenir, logiciel, pour ensuite pouvoir trouver des contrats, avoir des clients, etc. C'est un travail phénoménal. Ça veut dire que nos auditeurs qui nous écoutent doivent être conscients qu'en se lançant sur ce chemin entrepreneurial, ils doivent se dire aussi qu'il est possiblement que tout mon entourage ne soit pas là pendant que je ferai mes nuits blanches, mes week-ends qui ne seront pas pris, tout, ils seront seuls. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le message que tu vas envoyer, que les gens n'ont qu'à d'abord être psychologiquement prêts avant d'entreprendre. C'est pas juste qu'on voit qui brille en oubliant tout le couloir sombre que la personne a dû traverser en solitaire, c'est ça? Ouais, C'est le message derrière. ouais. Donc, ok, c'est très bien. Je pense que pour réussir, si les gens deviennent entrepreneurs pour l'argent, moi je leur donne 90% de chances d'échec. Si quelqu'un veut se donner toutes les chances de réussir, il faut qu'il ait envie d'être entrepreneur vraiment pour améliorer les choses, pour aider les gens, pour apporter quelque chose de positif. Dans ces conditions, oui, dans les moments durs, il continuera à travailler. Il sera capable de passer les moments difficiles parce qu'il sera passionné par quelque chose. C'est presque une mission au final, être entrepreneur. Mais c'est une mission d'améliorer le monde. C'est pas une mission de faire l'argent. L'argent, c'est le résultat. Mais sinon, je dirais, il y a presque plus de chances de gagner au loto. Donc, tu veux dire par là, si je t'écoute, tu veux dire que il n'y a pas d'entrepreneur qui a été motivé pour juste dire j'ai envie juste de faire de l'argent? Alors moi, j'étais motivé par rapport à ça au début, j'ai complètement foiré. Et après, peu à peu, des gens qui réussissaient, des genre mentors, j'ai pas vraiment eu de mentor, mais des gens que je croisais qui pour moi étaient l'exemple de réussite, je me disais non, David, il faut que tu te concentres, c'est qu'est-ce que tu peux apporter à la société. L'argent viendra tout seul. Et du jour où j'ai arrêté de penser à l'argent et j'ai simplement pensé qui je peux aider et comment, l'argent a commencé à rentrer. Donc l'argent est une conséquence de quelque chose. Voilà, c'est un résultat d'un service que tu apportes au monde dans le but de l'améliorer. Ça, c'est beau, ça, parce que la plupart, en tout cas, des petits entrepreneurs, ils veulent juste changer de statut et financier. Ils se disent, voilà, je galère, j'arrive pas à payer mes factures, mon boulot ne me couvre pas tout ce que j'ai comme besoin mensuel. Donc aujourd'hui, je veux faire ça et puis ça va me donner de l'argent et je vais faire comme tout le monde. Donc le message derrière, c'est dire que si c'est ce qui nous motive, il faudrait revoir un peu la posture avant de se lancer. Le message derrière, c'est que quand vous trouvez un job, votre salaire, il est là tout de suite. Mais quand vous créez votre entreprise, le salaire, il n'est pas là. Tant que vous n'avez pas un premier client, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est ça le truc. Vous prenez un job, n'importe quoi. Par exemple, là, on est dans un supermarché. Vous travaillez dans un de ces magasins. À la fin du mois, vous avez votre salaire. Vous êtes sûr de l'avoir. Et le dirigeant est obligé de vous payer. Mais le dirigeant, lui, il n'est pas sûr d'avoir le sien à la fin. C'est le dernier qui est payé. Les employés d'abord,
les charges sociales, les charges patronales d'abord, les impôts d'abord, tous les prestataires de services d'abord, etc. Le dirigeant, il passe en dernier quand il se paye. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est le dernier à être récompensé. Donc ouais, quand l'argent tombe, par contre, il a le droit de se faire des millions. Parce qu'il a pris tous les risques. Et puis il a donné à tous les autres d'abord. Alors, je rappelle juste le but de l'émission ici. Je suis avec David, qui est toujours entrepreneur, qui a fondé plus de 3 entreprises, qui a acquis beaucoup d'expérience, même si aujourd'hui c'est une phase de renouvellement de notre entreprise encore. Mais c'est l'intérêt que nous avons vis-à-vis de David, c'est de nous partager qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le plus souvent, les gens se ruent vers ce qu'il faut faire en étant un bon entrepreneur. Nous avons envie de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que David ne referait pas dans tout son parcours entrepreneurial de ces 15-20 dernières années. Oh my god. Bon, ça va, c'est filmé. Je pense qu'ils ont vu ma face. Ouais, non, Du ça se genre, sent tout de suite. Ouais. qu'est-ce que je referais pas? Ouais. Oh, Parce que sûrement, tu as dû te poser une multitude de fois ces questions à dire, mais qu'est-ce que je n'aurais pas à refaire? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? C'est ça qui m'a fait plomber ma première entreprise. Mais je suis quand même reparti et j'ai refait une deuxième. Qu'est-ce qui a plombé celle-ci? Ou bien je suis encore dans mon parcours parce que c'est un parcours en perpétuel apprentissage. ouais, exact. Ouais. Qu'est-ce que je referais pas? Des tonnes de choses. Je peux même pas les lister. Elles sont trop nombreuses. Elles sont trop nombreuses. Euh, alors, je peux en citer une vraiment. Parce que je pense que le début de ma descente aux enfers a commencé à cause de celle-là. Mm. Moi, quand j'ai commencé entrepreneur, je me suis dit, le jour où je fais un certain montant, Mm. euh, j'aurai réussi ma vie. C'est ce que je me disais. Et je me suis fait jusqu'à 4 fois ce montant que je m'étais donné. Et, euh, et j'ai arrêté de travailler sur moi-même. Parce que d'un coup, j'avais plus de vision. J'étais tellement au-dessus de ce que je rêvais que je pouvais atteindre quand j'étais dans la galère après la maladie, que j'arrivais pas à voir comment je pouvais aller être au-dessus de ce que j'étais. Alors qu'aujourd'hui, avec toute cette connaissance accumulée de cette nouvelle galère et tout, je me rends compte de là où j'étais à mon top, c'est rien par rapport à là ce que je peux atteindre. Et donc, euh, le truc, c'est vraiment que qu'est-ce que je referais pas? C'est une tonne de choses. Mais je pense que ça, c'est le plus important. N'arrêtez jamais de travailler sur Travailler sur soi-même, plus ouais. important que travailler sur son travail. Oui, c'est-à-dire que il y a un monsieur dans les années 90, je crois qu'il s'appelle Jim Rohn, qui disait si vous travaillez dur sur votre job, vous ferez un salaire. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire une fortune. Bravo, c'est bien dit ça. Et C'est magnifique. alors, je sais pas si je traduis très bien en français, mais en anglais, il disait if you work hard on your job, you will make a living. If you work hard on yourself, you may make a fortune. Et le truc, c'est que c'est totalement vrai. Les gens se rendent pas compte à quel point ils sont en autopilote, à quel point ils se contrôlent pas. Ils pensent qu'ils ont la maîtrise de leur vie, mais ils l'ont pas. Ils sont tellement enchaînés dans des habitudes, et c'est tellement dur de se poser. Quand je dis se poser, c'est pas 10 minutes. C'est prendre une semaine, 15 jours. Pas d'écran, pas d'ordi, pas de télé, pas de téléphone, rien de tout ça. Juste se poser et se poser les questions qui je suis au final. Qu'est-ce qui, est-ce que vraiment j'ai la maîtrise de ma vie ou est-ce qu'autre chose me maîtrise, etc. Et ces questions peuvent faire extrêmement mal quand on se pose la question de façon totalement sincère, honnête, et puis surtout, elles prennent du temps parce que c'est quelque chose qu'on n'est jamais habitué à faire. Donc, le qu'est-ce que je ferais pas, c'est arrêter de travailler sur moi-même. Le qu'est-ce que je ferais si je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur, ça serait justement de, comment dire, posez-vous, prenez le temps de réfléchir, parce que le plus tôt vous revenez la tête dans le guidon, et le plus de chances vous avez de vous prendre un mur. Toujours déléguer le plus possible et garder votre temps à vous pour définir est-ce que ce qui est en train de se passer dans le monde correspond à la vision que vous avez de l'entreprise. Est-ce que ceux que vous avez recrutés, votre équipe actuelle, c'est toujours les mêmes les compétences. Une autre erreur que j'ai faite et que je ne referai pas, puis remarque, je pense que c'est tellement, on n'aura pas le temps. Mais une autre, c'est d'être trop gentil. Trop gentil.
Donc, la vertu de la gentillesse n'est pas quelque chose qu'un entrepreneur doit avoir sur sa feuille de qualité. Je dis pas qu'il doit pas être gentil, mais il faut faire la différence entre être gentil et être pigeon. Moi, j'étais trop généreux avec mes employés. Et par exemple, pendant le Covid, au lieu de me payer avec mes économies pour en virer aucun, parce que c'était tellement bon, j'aurais peut-être dû en virer un ou deux et puis continuer à me payer avec ce qui rentrait dans la société. Donc, quand ça n'allait pas, tu n'as pas Voilà, restructuré, tu n'as pas viré. exactement, parce que tous mes employés étaient bons. Et moi, je suis très proche de mes employés, parce que c'est des humains. Et parce que j'ai une façon, probablement j'ai un certain type de leadership qui fait que j'ai encore des très très bons contacts avec mes anciens employés. Mais effectivement, je voulais pas les virer. Puis moi, j'avais fait pas mal d'argent avec le trading. Donc, je m'étais payé avec ça. Euh, et pendant un an et demi, 2 ans, ben, quand tout a coulé, que j'avais plus d'économie, là, par contre, c'était très dur. Et donc, rester très, j'aurais tendance à rester très professionnel, au-delà de, sans oublier l'humain. Mais à un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions et être capable de prendre les décisions qui s'imposent. Et ça, c'est quelque chose que je ne referai pas. C'est de me dire, je vais prendre de mon argent personnel. Non, non, il y a de l'argent qui rentre. S'il y en a moins qui rentre, il y a un moment difficile, là, il faut que je libère des gens. Et aussi difficile et, euh, et douloureux que ça soit, c'est le genre de décision que j'ai pas prise et qu'aujourd'hui je reprendrai. Même si ça me fait mal de dire que c'est le genre de décision que je prendrai, c'est le décision que je prendrai. Ouais, Licencier des gens quand ça commence à ne pas aller. ouais. Réduire un peu l'effectif pour dire ça Au plus lieu de moi gentiment. prendre sur mes Ok, économies et puis 15 jours, si la ne monte pas la pente, de me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, d'être plus bas. Est-ce que quand on est entrepreneur, on est toujours constamment bien motivé ou c'est juste parce qu'on est discipliné qu'on continue à se lever chaque matin? Parce qu'à un moment donné, tu te fixes un objectif de montant, comme tu l'as dit, tu l'as fait 4 fois. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer étant donné que tu l'as fixé un montant, tu l'as doublé 4 fois. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qui te motive? C'est juste la discipline de pouvoir construire un monde meilleur ou c'est juste de dire que voilà, je suis motivé. Tu es toujours resté motivé pendant ce temps-là ou qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Parce que si je me fixe l'objectif d'une bouteille d'eau, j'en ai deux, trois, quatre, à un moment donné, je vais dire arrête-toi, viens. Mais si je continue, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais c'est quoi qui a été ta raison, toi? Je pense que c'est là où je suis le meilleur. Créer quelque chose et avoir des idées, les mettre en pratique ou en tout cas les rendre réelles. Je suis pas fait pour être un employé, c'est assez clair. Ou employé mais avec beaucoup de responsabilités dans ces conditions. Si une entreprise me propose un job où j'ai toute une équipe à gérer et puis disons qu'il y a tout un centre de profit qui est en crise et qu'on me demande euh, de, de remettre dans la bonne direction quelque chose en crise, ouais, ça pourrait me plaire, j'avoue. Euh, Parce qu'il y aura un côté vraiment challenging, mais à condition qu'on me laisse carte blanche. Quand je suis mon propre dirigeant, bah, j'ai toute liberté de créer et d'être créatif. Euh, Après, quand je dis, c'est un des traits de caractère. J'aime me lever le matin, j'aime faire des choses avec des gens, euh, j'aime collaborer. Et puis, ouais, je pense que c'est pas, il y a probablement d'autres choses qui peut-être est encore plus profond et que j'arrive peut-être pas à exprimer. Et je pense que déjà, ce que je viens de dire, ça ressemble pas mal le personnage, enfin le pourquoi je veux en faire une autre. Euh, Parce que aussi, quand on est employé, même si on est le manager, top manager, on est toujours limité par la vision de celui qui est au top. Et si lui se dit, oh, aujourd'hui, ma société, elle a une bonne taille, j'ai pas envie d'aller plus haut, et que moi j'ai envie d'aller plus haut, bah, je me sens freiné. C'est comme s'il y a un plafond. Je peux pas péter ce plafond, l'entreprise n'est pas à moi. Si je crée une entreprise qui est à moi, et que j'ai pas envie de mettre de barre du tout, et de dire, voilà, voyons jusqu'à quel niveau je peux, surtout la prochaine, avec ce que je suis en train de vivre, autant dire que la prochaine, je vais faire en sorte qu'elle soit bien puissante. Donc, d'un coup, j'ai pas envie de me mettre de limites. Si je mets la barre trop haute, elle va me bloquer. Si jamais trop basse, ça va me limiter d'une certaine façon. C'est un peu comme le saut en hauteur. J'ai enseigné dans le passé le taekwondo. Et là où j'ai enseigné, il y avait aussi
d'un gym. C'était une salle qui se partageait. Et puis, il y avait ce grand tapis de 100 hauteur avec la corde pour sauter au-dessus. J'ai fait une expérience avec mes élèves, j'ai une quarantaine d'élèves à l'époque. Et j'avais dit, OK, j'ai mis la barre basse et j'avais dit sauter au-dessus en un coup de pied sauté latéral. Donc, c'est une technique de taekwondo. Et en fait, ils sautaient juste au-dessus. Puis je montais, je montais, je montais. Et puis à un moment, ils étaient tous bloqués. Plus personne, les gens, ils s'arrêtaient, ils n'arrivaient pas. Et à un moment, j'enlève la corde. Je dis maintenant, sautez aussi haut que vous pouvez. Ils ont tous battu leur record. Parce que d'un coup, il n'y a plus de corde. Je dis, sortez-vous les tripes. Dites-vous que c'est votre dernier saut. Vous en ferez plus derrière. On va vous enlever vos jambes. Vous n'aurez plus moyen de faire du taekwondo. Et je les ai mis dans un tel état émotionnel qu'ils ont tous battu leur propre record. Mais il n'y a plus de corde. C'est génial comment tu as schématisé ça en disant que, donc, si je redéfinis un peu ça, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réveille chaque matin en disant que je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux, mais sans se fixer une limite en quelconque. Parce que la limite, elle est bloquante et ne pas avoir de limite, c'est d'avoir à l'idée que chaque jour, je peux encore aller plus haut. Ouais. C'est ça, c'est ce que les Américains appellent de limite. The sky will be the limit. Sky is the limit. Ouais, mais pour moi, le sky, c'est le point de départ. C'est pas la limite. Il y a tellement après le ciel. Il y a tellement au-dessus. Il y a tellement plus loin. Entre la motivation et la discipline, qu'est-ce que tu préférerais avoir dans ta business? La discipline, sans hésiter. La discipline. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Pourquoi pas la motivation? Parce que moi, si je suis motivé, j'ai envie d'y aller, quoi. Ouais, mais le problème des gens motivés, c'est quand ils ne le sont plus, c'est toujours ceux-là qu'il faut ramasser la petite cuillère. Alors que les gens qui sont disciplinés, sont pas vraiment jamais excités. Mais quand il faut y aller, ils y vont. Il n'y a pas besoin d'aller leur botter le derrière, les relancer, etc. Donc je préfère largement quelqu'un qui est discipliné et consistant. Je sais pas si on dit vraiment consistant en français. Constant. Constant. En anglais on dit consistant. Donc constant. Donc moi j'ai pas besoin de gens qui me sont euphoriques et puis le lendemain ils vont être complètement drama queen. Donc moi, je préfère largement quelqu'un qui soit stable, vraiment consistant, ou avoir une équipe de gens qui sont stables, consistants, sur qui je peux compter. Et c'est cela que j'essaie de recruter. Tu as cité un des mentors que j'écoute beaucoup, c'est Jim Rohn. Il disait dans une de ses vidéos que j'ai écoutées, il a dit la constance bat l'intensité. Choisissez la discipline au lieu de la motivation. Quelqu'un qui est motivé, il fait une chose une fois de façon intense. Quelqu'un qui est constant, il le fait régulièrement, même s'il n'est pas motivé. Alors là, la discipline bat la motivation. Très bien. Alors, merci en tout cas, David, d'avoir été de nôtres. Et je vais encore rebondir parce qu'on a une ou deux questions. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai envie d'abandonner? Tous les jours. Ouais, tous les jours, surtout au début. Après. Même le lendemain du jour où tu as fait le 4 fois de ce que tu t'étais fixé comme objectif? Non, mais là, c'était différent. Abandonner, c'était surtout dans les moments durs. Mais c'est là où, justement, je pense que la discipline a battu la motivation. Parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment, comment expliquer, quand on démarre une activité, on n'a jamais été entrepreneur, que dans sa famille, on ne connaît pas vraiment d'entrepreneur, que dans son entourage, on ne connaît pas d'entrepreneur, en fait, je suis 100% autodidacte. Et le truc, c'est que au début, c'était extrêmement dur de trouver les premiers clients. Ça m'a pris des mois et des mois et des mois de trouver mes premiers clients. Donc, et puis après, ces clients, ils n'étaient pas forcément rentables. C'est des petits clients. Puis souvent, on ne se fait pas confiance au début. Donc on se vend au rabais, etc. Donc, à qui on se vend au rabais? À des clients qui sont pas forcément des clients respectueux. Les clients respectueux, ils acceptent les tarifs parce qu'ils savent qu'en face, ils ont quelque chose. Donc, il m'a fallu des années pour gagner cette confiance en moi, que le prix auquel je me vends était le bon prix, c'est pas trop cher, et que si les clients n'étaient pas prêts à se mettre ce prix-là, c'était pas des clients pour moi, etc. Donc, au début, ouais, tous les jours, j'avais envie d'abandonner, bien sûr. Et c'est là où je dis, voilà, c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Par contre, tous les jours, je disais, non, je sais pourquoi j'y vais. Je sais que si je retourne employé, je sais que je vais être à nouveau frustré, etc. Donc, je préfère être frustré sous mon propre compte que frustré sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'a fait continuer. Mais abandonner, bien sûr. Parce que ceux qui conseillent les gens en développement personnel disent, quand tu connais ton pourquoi, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, tu te rappelles le pourquoi là et ça devient ton nouveau boost pour que tu puisses. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux qu'on voit qui sont
du pur, comment dire en français, je sais pas, en anglais on dit bullshit. Et c'est pour ça, une chose, moi je partage qu'un savoir, je ne me considère pas ni comme un coach, ni comme un gourou, ni comme un mentor. Il y a assez de charlatans pour pas moi-même me mettre dans cette catégorie-là. Donc je suis là que pour partager. Mais je vois tellement bon, des fois je vais sur les réseaux sociaux, euh, de charlatans, même dans ce qu'ils disent, quand un entrepreneur comme moi, c'est d'avance que les mecs ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais malheureusement, ces gens, des fois, ont des dizaines, centaines de milliers de followers. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde pense qu'il peut être entrepreneur. Et beaucoup de gens essayent de le faire et énormément se crachent parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et malheureusement, je trouve qu'un truc que la Chine a très bien fait, elle a dit maintenant sur les réseaux sociaux, seuls ceux qui sont certifiés et compétents peuvent créer du contenu expert où on peut enseigner des choses. Et je trouve ça très bien. Enfin, je pense que c'est une solution à éviter que des tas de gens se disent coach ou mentor et tous ces trucs. Vous voulez faire votre premier million, acheter mon cours et tout. Je suis d'accord avec toi que le monde il est inondé de gens qui savent même pas de quoi ils parlent, mais je pense que trier aussi les gens sur le volet à travers des certifications, ça limite un peu de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller vers ces certifications-là, mais qui auraient quelque chose de très qualitatif à partager. Je pense il faut un juste milieu. Ce que tu dis là, que la Chine ils ont essayé de fermer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont faits eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin d'une certification des gens pour pouvoir faire valoir au monde ce qu'ils ont envie de partager. Et ça a marché. Et la preuve, il y a beaucoup de gens qui se sont faits. Ils n'ont pas eu besoin de faire Harvard ou de l'université. Ils ont cru à quelque chose en eux et puis ils sont partis. Quand j'ai certification, je ne parlais pas de ça. Moi, je me moque des MBA, ces compagnies. J'en ai pas. J'ai bac point 3. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis allé travailler à 16. Même avant, j'allais travailler. Et quand l'école était plus obligatoire, je l'ai quitté parce que j'avais rien à y faire. Certification, je parle comme certains entrepreneurs qui, eux, ont vraiment prouvé qu'ils ont réussi. Je sais pas si je peux citer des noms. Vas-y, tu peux. Et quelqu'un comme Marc Cuban, par exemple, qui est vraiment aussi parti de rien, qui a travaillé comme un acharné. Lui, il peut se permettre d'être mentor. Il peut réussir. Quelqu'un comme Gary Vaynerchuk, qui Garifie dans les réseaux sociaux, qui a repris le magasin de vente de vin de son père, de mémoire, et qui en a fait un truc marketing phénoménal pour vendre et exporter. Lui aussi, il peut être un mentor. Mais je vois tellement de pubs de jeunes et des gens qui se disent mentor, ils ont 20 ans ou 15 ans. Vis un peu. Vis un peu. Je respecte ça aussi. Je respecte l'expertise moi aussi. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut savoir de quoi on parle déjà. Si, je ne suis pas en train de dire qu'à 20 ans, on ne peut pas. La preuve aujourd'hui, des jeunes de 20 ans font des millions. Hein. Ouais. Dans le e-commerce et tout, ils font des millions. Mais il y a des domaines dans lesquels ça requiert beaucoup d'expertise pour pouvoir partager. Notamment, par exemple, le tien. Ça sent que tu as dit beaucoup. C'est quelque chose que tu es en train de nous partager. Autrement, tu peux pas parler de tout ce que tu es en train de dire là aussi fluidement. Alors, je vais toucher un domaine un peu sensible. Et comment? Parce que j'ai entendu dire que voilà, être entrepreneur, ça requiert beaucoup de sacrifices. Je pense qu'on peut être entrepreneur et construire parallèlement une vie personnelle, vie privée, entre guillemets, femme et enfants réussis. C'est une bonne question. Il n'y a pas qu'un seul type d'entrepreneur, il y en a des milliers. Il y a l'entrepreneur qui se dit moi, je vais faire ma petite poissonnerie, je vais avoir un ou deux employés et ça va me suffire et c'est très bien. Et les gens, ils ont une famille. Et peut-être même la femme, elle est comptable, donc elle fait la comptabilité pour lui, mais il passe du temps en famille. Après, il y a l'entrepreneur qui, lui, a vraiment une vision qui est large, qui est grosse. Celui-là, il faut qu'il soit prêt à pas être un, comment on dit en français, à pas forcément avoir une vie équilibrée au début. Mais peut-être pour en avoir une très équilibrée après. Il y a des gens qui réussissent, comme tu dis l'autre jour, j'ai rencontré un Coréen, parce que je parle un peu de coréen, et, et il a créé une fintech, il a vendu, il s'est fait 1 milliard, il a 32 ans. Le truc, c'est que lui, aujourd'hui, il profite de la vie. Mais je pense pas que pour faire ce milliard, il était tous les jours avec sa famille, ou
il a dû avoir une sacrée obsession pour aller faire le produit et le vendre et pouvoir créer une plus-value et ensuite vendre la société, etc. pour se faire son milliard à 32 ans. Et David, personnellement, il a réussi à allier vie personnelle et vie professionnelle. Non, non, non. Il a fallu Euh, qu'à un moment donné, tu sacrifies l'un au profit de l'autre. c'est une question compliquée parce que euh, je suis assez. On en revient toujours à la question de personnalité au final. Ma personnalité, c'est d'être assez excessif dans tout ce que je fais. Donc j'étais un golfeur aussi, et puis je me suis mis trop au golf aussi. Donc à l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand je m'y suis mis, j'ai mis toute mon énergie. Donc c'est vrai que je suis un peu excessif dans ce que je fais aujourd'hui, je le prends un peu différemment. Je me dis, il y a une chose pour tout. Donc aujourd'hui où je suis un nouveau célibataire, je préfère être excessif maintenant, me reconstruire quelque chose, et l'équilibre en viendra après, euh, s'il vient. En fait, je pense que l'important dans la vie, c'est son niveau d'épanouissement. Pour moi, c'est la première richesse. La deuxième, la première est la santé. Et quand, comme moi, on n'a pas eu la santé pendant 3 4 ans, on sait que c'est la première richesse. Mais la deuxième, c'est le niveau de bonheur, le niveau d'épanouissement. Si quelqu'un, je connais un couple, ils ont un enfant, les anciens voisins, ils sont super, en tout cas de l'extérieur, ils paraissent super épanouis avec leur vie simple, un super routinière, et ils sont très heureux comme ça. Pour moi, ça, c'est une forme de richesse aussi. C'est pas toujours avoir des milliards. Ils sont propriétaires de leur maison, ils éduquent leurs enfants d'une façon que moi je trouve absolument formidable, que j'ai vu grandir. Donc, pour moi, ça, c'est des gens très riches. La richesse, c'est pas l'argent. Comme je disais, l'argent, c'est le résultat d'un La conséquence. travail. Voilà. L'argent permet plein de choses. L'argent permet de vivre des expériences, permet d'être charitable aussi, de pouvoir donner plus, si c'est donné intelligemment, bien sûr. Euh, mais pour moi, les vraies richesses, c'est d'abord la santé et ensuite le bonheur, où je dirais presque les deux sont en fusion au final. Le reste, on n'en a pas vraiment besoin. David a-t-il de regrets? De regrets de son parcours entrepreneurial? Ah, de mon parcours entrepreneurial, non. Non. S'il fallait refaire, tu l'aurais refait? Ou bien tu aurais Alors, choisi de... j'y ai pensé justement, c'est intéressant cette question. J'y pensais, parce que l'autre jour, j'avais ma mère au téléphone, elle était tellement inquiète. Elle me dit, ah, quand je vois comme ça, machin, ceci, et de galère, et pas voir que toi, être hébergé et tout. Je dis, mais tu sais, hein, si je devais refaire ce que j'ai refait, ce que j'ai fait, et être sûr que je me retrouve dans la situation que je suis aujourd'hui, je le referais sans hésiter. Waouh, Parce que quand j'ai eu de l'argent, j'ai pu me payer, j'ai pu offrir des choses et aussi m'a fait des cadeaux euh, qui étaient phénoménaux. Euh, Par exemple, des expériences, je sais pas, voyager, rencontrer des gens de différentes cultures, apprendre à piloter un hélicoptère. C'était des expériences magiques. Et les gens que j'ai rencontré des gens magiques aussi. Donc, et ça, j'aurais jamais fait ça sans être un entrepreneur, sans avoir eu cette montée de succès. Euh, Même si par rapport à d'autres, ce succès, il est ridicule. Hein. relatif. On a Tout toujours. succès est relatif, hein. Il y a toujours Voilà, quelqu'un qui fait mieux que exactement. nous ailleurs. Exactement. Mais pour moi, venant de là où je viens, d'une enfance extrêmement compliquée, violente, d'avoir aucun diplôme, etc., et d'avoir été entrepreneur, d'avoir eu des employés, d'avoir créé 3 entreprises dans 3 pays différents, d'avoir rencontré des gens qui sont en énormément de succès et, euh, et avec qui j'ai pu discuter, être challengé intellectuellement, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire en restant un employé de base, parce que, et en restant en France aussi. Parce qu'en France voisine, bac-3, c'est-à-dire aucun diplôme. Quand vous n'avez pas de job intellectuel, on vous en donne pas. Alors, bah, ça ressemble vraiment à une vie qui a été riche, épanouissante, à profité beaucoup pleinement. Et j'entends bien que quand on a beaucoup d'argent, on ne profite pas seul, on profite avec des amis, des employés, des gens qui nous entourent parce que la réussite ou le succès, c'est un peu comme le miel, ça attire les Mm. abeilles. Et quand tu t'es retrouvé dans une situation compliquée, est-ce que ces gens-là t'ont fait un retour d'ascenseur, ils ont été présents, t'ont proposé
quand tu me parles, j'ai dû être hébergé parce que j'ai perdu mes maisons. Et il y a eu des gens qui t'ont quand même fait un retour Bien sûr, mais j'ai toujours été, enfin pas toujours, j'ai appris avec le temps, et ça c'est ce qu'un entrepreneur doit apprendre aussi, c'est être extrêmement sélectif avec les gens qui gardent proche de lui. Et ces gens-là, ils m'ont bien rendu l'ascenseur quand j'ai eu besoin d'emprunter un peu d'argent pour manger, m'acheter à manger, ils m'ont donné l'argent. Euh, et ces gens-là, moi je vais les rembourser mais 4, 5 fois leur mise. C'est des gens qui, ce genre d'amitié et de soutien, c'est un trésor absolu. C'est un privilège. Au-delà d'être un trésor, c'est un privilège absolu. C'est-à-dire que soi-même, on a probablement fait quelque chose de bien envers d'autres pour recevoir cette bienveillance de personnes, même si elles sont pas nombreuses. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissant d'être dans la situation de galère que je suis aujourd'hui pour me rendre compte de ça. Au final, j'ai des personnes merveilleuses autour de moi et je m'en rendais pas forcément. Je savais que quand j'étais confortable, etc., elles étaient déjà là et je m'entendais déjà bien avec elles. Mais on le, on n'est pas aussi reconnaissant quand tout va bien que quand on est dans la galère et que des gens sont là pour nous faire sentir mieux. C'est différent. Et je suis extrêmement reconnaissant. Concrètement, tu peux nous évoquer un exemple de quelque chose qui t'a surpris dans cet entourage-là, peut-être un employé qui t'a tendu une main, un employé qui t'a prêté de l'argent, un employé qui t'a hébergé, quelqu'un que tu as aidé, qui t'a rendu... Ah bah ce sont mes anciens employés aujourd'hui qui m'aident. Comment? C'est un ancien employé qui m'héberge aujourd'hui, Wow. avec qui on a collaboré 14 ans, parce que c'était mon premier employé quand j'ai pris ma première SRL et qui m'a suivi en Suisse. Et je considère comme mon petit frère. Hein. On a 18 ans d'écart, mais peu importe. J'ai recruté, il avait 21. C'est simple, j'ai créé ma première SRL, j'avais 39. Parce que j'ai recruté, il avait 21, on a 18 ans d'écart. Donc comme ça, je connais mon âge, l'âge que j'avais, par rapport à la question au début de l'émission. Ouais. Et aujourd'hui, il en a 34. Et pour moi, il est comme mon petit frère, mais ouais, c'est lui qui m'héberge. Un autre employé que je connais depuis longtemps, j'avais recruté là en Suisse. Il m'a donné de l'argent pour m'acheter à manger, donc lui, j'ai déjà remboursé avec 10% d'intérêt. Donc, oui, je l'ai pas. Ouais. Je trouve ça extraordinaire parce que tu t'imagines un peu, toi, tu étais l'employeur. Ouais. Tu l'as pris, il avait 21 ans, il t'a suivi quand tu as créé l'entreprise, vous êtes venu ici et t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Et aujourd'hui, c'est lui qui t'héberge. Ouais. Waouh, ça, c'est vraiment une preuve de reconnaissance. Et il faut aussi se dire que la vie, elle est capable de tout donner. Hein. Tu peux être là aujourd'hui, être plus bas demain, c'est pourquoi il faut être... je dirais, mais pas qu'en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'employé, je dirais, pensez pas que tout ce que vous avez, ça vous est dû. Ça peut vous être enlevé du jour au lendemain. Un virus, une maladie, un licenciement, et votre femme qui vous quitte après ce licenciement. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Donc, soyez vraiment reconnaissant de ce que vous avez. Déjà, d'être capable de respirer, d'être en bonne santé. Il y a tellement de milliers de choses que vous pouvez être reconnaissant, même quand vous êtes dans la galère. Moi, aujourd'hui, je suis encore plus reconnaissant. Là, aujourd'hui, je suis dans la galère que je l'étais quand j'étais pas dans la galère. J'aurais dû l'être beaucoup plus avant. J'étais, mais sans vraiment l'être. C'est-à-dire, je me disais, ouais, mais je travaillais pour ça. Ouais, mais non. Non, j'ai peut-être travaillé pour ça, mais aussi il y avait des gens qui étaient là, les clients étaient là, le contexte était là. J'ai construit le contexte, mais au final, il n'y a rien, il n'y a aucun succès qu'on a tout seul. On vit dans un monde, on vit dans un environnement. Le succès, il vient parce que l'environnement est là pour qu'il vienne. Et donc je suis vraiment reconnaissant, pour revenir à la question, aux gens qui m'entourent. David est-il heureux aujourd'hui ou il est malheureux? C'est une bonne question. Je suis malheureux de devoir compter sur les autres, mais je suis heureux pour une chose. C'est que, ok, j'ai 52 ans, ok, j'ai plus rien. Mais justement, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je peux prendre autant de risques que j'aurais pu en prendre quand j'avais 20 ans. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai énormément de confiance en moi que j'avais pas quand j'avais 20 ans. J'ai un réseau que j'avais pas quand j'avais 20 ans. J'ai une expérience, de la connaissance, de l'intellect que j'avais pas quand j'avais 20 ans. Donc oui, j'ai 0 sur mon compte comme j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, je me dis, en final, je peux repartir avec énormément de risques parce que je peux rien perdre. J'ai déjà plus rien. Je peux rien perdre. Sur une échelle de 10,
Ouais. David est heureux à quel point? Ouais, je dirais 10 au final. 10. Ouais, Wow. je serais. Après, on peut toujours monter l'échelle, mais ouais, je vais dire 9,5. Et le 10, c'est une fois que je peux remettre, je retrouve les fonds pour créer une société, redémarrer. Là, je serai à 10. Mais je dirais, je suis heureux à 9,5. Ouais. Tu as compris que la vie, c'est la santé, les ambitions, la vision et le reste, c'est que du superflu. Moi, j'ai surtout compris que tant qu'on respire, on peut guérir de tout. Et, euh, et surtout que à partir du moment qu'on arrive à faire sauter nos chaînes qu'on s'impose euh, et tous les poids qu'on se met, on gagne une liberté qui est juste phénoménale. Une liberté de respirer, une liberté d'agir. Souvent on dit ouais mais je peux pas faire ça parce que ma femme ci, mes gamins ça. Non non non, tu peux pas le faire parce que tu as peur de le faire. Il y a des tas de gens qui ont entrepris, ils avaient des femmes, des gamins. Alors oui, il y a des choses qui arrivent, ça peut être des divorces, ce genre de choses. Après, il faut assumer. Mais les seules limites qui sont imposées aux gens, c'est ce que les gens s'imposent eux-mêmes. Les autres n'imposent jamais de limites. On peut toujours dire, je vais être très impoli ici, on peut toujours dire fuck off à sa propre vie de maintenant pour reconstruire une autre vie ailleurs. On peut toujours le dire. Si David avait deux choix aujourd'hui, Ouais. une clé d'une entreprise avec un poste à la clé, il dit que venez, vous avez un salaire, vous êtes employé, et une possibilité de rouvrir une entreprise et partir de zéro. Il aurait fait quoi? Euh, C'est-à-dire, si entre... Quelqu'un venait aujourd'hui, un Ouais. ancien employé, quelqu'un que tu as aidé, disait, ah David, tu es dans cette situation-là, moi j'ai créé ma boîte, aujourd'hui c'est prospère, tout va bien, te propose de poste de manager, d'équipe et tout. Bien, tu as un salaire à la clé, tu as des avantages et tout. Ou, quelque part, tu me laisses le deuxième choix parce que tu as été un gars bienveillant qui m'a beaucoup aidé. Je t'accompagne à recréer ta boîte. Qu'est-ce que tu aurais Ah, je choisi? prends le deuxième, Deuxième, sans hésiter. Ouais. c'est l'âme Ah entrepreneuriale, oui, quoi. franchement, si quelqu'un me dit, tiens David, te voilà 20 000 balles, crée ta SRL et redémarre, je prends, ou tiens David, te voilà 200 000 balles de salaire par an et pour être manager, je prends les 20 000, je prends pas les 200 20 000 000. et 200 000, Ah oui, je prends même 500 000, je les prends pas. Donnez-moi 20 000, permettez-moi de recréer une SRL, je redémarre demain. Mais c'est clair, mais sans hésiter. Filez-moi 500 000 de salaire, je m'en moque. Quel message tu enverras à ton David d'avant et ton David d'après? Parce que là, ton David d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, mon David d'avant, de quel âge? De tout âge confondu, depuis que tu as commencé ton parcours entrepreneurial. Ah, alors, depuis que j'ai commencé, depuis les 39 ans, Ouais. je dirais te limite pas. Ça, c'est un message. Mm. Et je te dirais te limite pas. Mm. Et le David d'après, je lui dirais. Donc, le David d'après, genre sur son lit de mort, je lui dirais sois fier de tout ce que tu as accompli, même les mauvaises choses. Et quel message t'adresses-tu dans les 10 ans, 20 ans à venir? Où on peut t'attendre? Un entrepreneur à Euh, succès ou quelqu'un qui aura déjà abandonné et choisi ah le. non, non, non. Dans 10 ans, je me suis dit que je me ferais 100 milliards. C'est Enfin, pas valué à 100 milliards. Ça veut dire qu'il n'y a pas 100 milliards sur valorisé. le compte. Mm. Valorisé à 100 milliards. Que j'aurai un empire de business valorisé à 100 milliards. Tout ce qu'on te souhaite en tout cas, David. C'est mon chiffre que j'ai en tête et que j'ai mis partout. Au plafond, sur les murs, chez moi. Pas chez moi, là où m'héberge. Je travaille le matin, je vois 100 milliards. Je tourne la tête, je vois 100 milliards. La valorisation Sur le bureau, boursière de je ton vois 100 milliards. entreprise dans 10 ans. Dans 10 ans, On te sans croit. tout moi. En tout cas, nous, on croit en toi chez NTI. Merci. On croit à tout le monde. Et on aime bien souvent dire aux gens, ce qui vous retient, c'est vous-même, la peur Exact. que vous avez, mais la peur ne partira jamais. Ouais. Il faut que vous y allez avec la peur en essayant de la maîtriser le plus possible. En tout cas, merci pour cette interview Merci pour qui était l'invitation, très, c'était très top. enrichissante. Et on se réjouit de te revoir peut-être dans 10 ans avec un conglomérat NDI aussi plus grand, dans des studios plus grandes choses que Ouais, bien ceux dans sûr. lesquels on t'a reçu aujourd'hui. Ça fait un plaisir en tout cas. Tu as été une des très, très belles rencontres et tu seras toujours le bienvenu quand tu as envie de partager un message à nos fidèles auditeurs. D'accord? Super. Merci en tout cas, Merci, David. c'était un plaisir. Merci Merci. énormément. Allez, merci.